Arthur, t'es prêt? On va commencer. Arthur? Mon cher papa, Je déteste quand il m'appelle comme ça. j'ai dû repartir dans mon époque. Ça fait un moment que j'ai pas nourri mes poissons rouges. J'ai passé de très chouettes moments avec toi, et c'était super de te rencontrer. Tu vas me manquer, ton fils, Arthur. PS, j'espère que je vais arriver à bon port. Ta passoire est vraiment pourrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai sans Arthur et avec beaucoup moins de cheveux. Et comme aujourd'hui je suis tout seul, j'ai choisi un film adapté. Seul sur Mars. Le film c'est Seul sur Mars. Le film commence avec Matt Damon, pas seul du tout sur Mars, qui ramasse du sable martien. Parce qu'il est botaniste. Et on appelle ça le régolithe. Totalement et... Vous êtes qui? Je suis... Corpman. Vous êtes une sorte de super-héros? Oui. Je suis quantique. Tant qu'on ne me voit pas, je suis partout en même temps. Et je peux me multiplier aussi. Ok, c'est super tout ça, mais là je suis occupé et vous êtes chez moi, donc barrez-vous. Impossible. Il y a une probabilité non nulle pour que tu sois en danger. Donc, j'apparais. En danger? Comment ça? Bien, c'est-à-dire, j'en sais pas plus que toi. Mais ça n'a aucun sens. Personne ne me comprend jamais de toute façon. Je peux continuer? Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors que les astronautes font leur prélèvement, une formidable tempête de sable approche avec un vent soufflant à 170 km/h. L'équipage décide de quitter Mars en urgence à cause du danger qu'elle représente, ce qui est totalement exagéré. L'atmosphère de Mars est environ 200 fois moins dense que celle de la Terre. Du coup, la force du vent sur Mars est beaucoup moins grande que sur Terre. Si, sur notre chère planète bleue, un vent de 170 km/h nous arrache le scalp, sur la planète rouge, il a juste l'effet d'une petite brise, ce qui correspond à un vent de 20 km/h chez nous. À peine de quoi soulever du sable. Par contre, vu que celui-ci est porté par un vent qui va à 170 km/h, il risque de transpercer les combinaisons spatiales. Je pense qu'il vaut mieux rester à l'abri dans l'habitat martien. Évidemment, les astronautes sortent pour essayer de rejoindre leur navette afin d'échapper à cette brise extrêmement dangereuse. Et là, Matt Damon s'envole. J'aime pas ce film. Le reste de l'équipage le croit mort et quitte alors Mars pour rentrer sur la Terre. Et c'est là que le film commence. Parce qu'en fait, Matt Damon n'est pas mort. Il se réfugie dans l'habitat martien où il peut enlever sa combinaison, se soigner à coups d'agrafe et se rendre compte que ses amis l'ont abandonné. Et je trouve qu'il le prend vachement bien. Et c'est parti pour la survie. Inventaire des provisions, rationnement, réflexion sur comment se nourrir jusqu'à la prochaine mission martienne. Et tout ça en se filmant et en parlant directement à la caméra, ce qui fait de lui le premier podcasteur martien. Et pendant ce temps, sur Terre... Matt Damon est mort sur Mars. Matt décide alors de faire pousser des patates pour anticiper sa pénurie de rations. Pour cela, il a besoin de patates évidemment, mais également d'eau et d'un sol fertile. L'avantage, c'est que la pomme de terre pousse dans à peu près n'importe quoi. L'inconvénient, c'est que le sol de Mars, c'est pas n'importe quoi. C'est un sol chargé en oxyde de fer, ce qui explique sa couleur rouge, et surtout dépourvu du moindre nutriment utilisable par les plantes en raison de l'absence de vie sur notre voisine. Heureusement, Matt est malin, et il n'a aucune limite. Il a comme idée d'utiliser les déjections laissées par ses camarades pour apporter les nutriments nécessaires à la poussée de pommes de terre. Quant à l'eau, il est possible d'en créer grâce à une réaction chimique mêlant le dihydrogène et le dioxygène et moyennant l'énergie d'une flamme. Il se sert donc du carburant laissé par ses compagnons pour le dihydrogène et du dioxygène contenu dans l'habitat et obtenu à partir des gaz de l'atmosphère martienne. Attention cela dit, les proportions sont très importantes. 2 tiers de dihydrogène pour 1 tiers de dioxygène. Car si on a trop de deux, l'eau ainsi créée sera sous forme gazeuse, et Matt Damon a la brillante idée de la laisser se condenser sur des bâches en plastique qu'il utilise pour délimiter ses plantations. Et ça marche! Quelques jours plus tard, Matt a le plaisir de découvrir qu'un des plants a germé et qu'il pourra se nourrir. J'espère qu'il a pris ses précautions, parce que sinon, ces légumineuses sont un terrible poison pour son organisme. Comment ça? Le sol de Mars est chargé de perchlorates qui sont nocifs pour l'être humain. Ils peuvent par exemple provoquer une hyperthyroïdie qui peut s'avérer mortelle.
On n'a qu'à imaginer qu'il nettoie le sol de ses perchlorates avant d'y planter ses patates. Quant au caca de ses copains, celui-ci n'est d'autre que les déchets laissés par leur organisme lors du processus de digestion. Il est donc fort probable que les pommes de terre ainsi obtenues présentent les maladies laissées par les membres de l'équipage dans leurs excréments. Je suis sûr qu'il les nettoie hors caméra. Vous pinaillez, c'est dingue! Une fois ses problèmes de nourriture réglés, il se met en quête d'une solution pour indiquer aux terriens qu'il vit toujours. En observant une carte martienne, il réalise que le premier rover martien et sa plateforme d'atterrissage se sont posés pas loin, et part les récupérer. Il rebranche Pathfinder, redémarre Rocky, et entreprend de communiquer par code avec les ingénieurs du JPL. Et pendant ce temps, sur Terre... Matt est vivant en fait, il faut aller le chercher. Non. Ben je vais prévenir la presse, comme ça vous aurez pas le choix. Matt Damon est vivant. Bon, jusqu'ici, tout semble bien se passer pour Matt. Il aura de quoi manger jusqu'à la prochaine mission martienne dans quelques années. Mais c'est sans compter le petit dysfonctionnement d'un des sas de l'habitat martien provoquant la dépressurisation dudit habitat. Une partie de l'eau de la serre s'évaporera tandis que l'autre se solidifiera, et la chute de température brutale provoquera la mort des plants de patates. Et pendant ce temps, sur Terre... On va chercher Matt. Comment? Ce gars-là, c'est le cliché du génie qui pense plus vite qu'il n'agit. Dès qu'il a appris que Matt était vivant, il a réfléchi à la façon la plus rapide d'aller le chercher. En s'appuyant sur la deuxième loi de Newton, qui indique qu'une force s'appliquant sur un système agit directement sur son accélération, il a eu l'idée d'utiliser la gravitation de la Terre pour accélérer le vaisseau qui revient de Mars, pour le renvoyer d'où il vient, et d'en profiter pour ravitailler le vaisseau en vivres. Du coup, c'est les potes de Matt qui reviennent le chercher. Cette technique a été utilisée notamment par la sonde Cassini pour atteindre Saturne. J'adore ce personnage. Oh bah pas moi. Il trouve nécessaire d'expliquer le concept d'assistance gravitationnelle au directeur de la NASA. C'est totalement inconcevable que celui-ci ne sache pas ce que c'est. On va prendre ça pour une faiblesse d'écriture qui permet au film d'expliquer à son public ce qu'est l'assistance gravitationnelle. Le problème, c'est que la capsule de décollage avec laquelle Matt devra quitter Mars est trop lourde pour atteindre la vitesse requise pour aller suffisamment haut. Il faudra l'alléger en supprimant les fauteuils, le matériel, les fenêtres et le sommet de la capsule. Heureusement que l'atmosphère de Mars est 200 fois moins dense que celle de la Terre. Sinon, Matt brûlerait à cause des frottements. Le vaisseau est arrivé, Matt décolle, ne va pas assez haut, la capitaine de la mission sort en MMU pour l'attraper, elle est retenue par un câble qui va pas assez loin. Matt décide de sortir de la capsule en perçant un trou dans sa combinaison pour utiliser l'air qui s'échappe pour se propulser. J'ai un affreux sentiment de déjà-vu mais en beaucoup mieux. Il a une chance de fou, la capitaine le rattrape, le ramène dans le vaisseau et... fin. Ce que j'apprécie grandement avec ce film, c'est les efforts qui ont été faits sur la cohérence et la justesse des éléments scientifiques qu'il nous présente. En dehors de la tempête de sable qui sert de point de départ à l'intrigue, tous les autres éléments qu'il nous montre sont valables. Et vous savez ce qui serait super ? Ce serait que tous les autres films de science-fiction fassent le même effort dès lors qu'ils se placent dans notre univers. Et que ceux qu'ils nous présentent respectent les lois de la science. Que le cinéma prenne enfin la dimension didactique qui lui est due. Bon, maintenant je dois vous laisser. J'ai un super-héros clignotant à virer de chez moi.